Bonjour à tous et bienvenue au Vendredi de l'immobilier. Par les temps qui courent et la crise financière qui secoue depuis quelques semaines les économies de la planète, nous recevons un spécialiste en financement immobilier, Stéphane Deferrare, qui est l'un des deux associés avec Stéphane Lantz de Deferrare et Lantz. Au moins c'est clair, on sait à qui on a affaire. Stéphane Deferrare, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, comment fait-on, puisque c'est votre spécialité, du financement immobilier, du conseil en financement immobilier, vous ne faites pas le financement direct, par des temps qui courent, est-ce que la clientèle panique? Dans un premier temps, je pense que vous faites probablement allusion à la crise des subprimes des États-Unis. Il y a une chose très différente finalement avec les subprimes, ou plutôt les financements immobiliers aux États-Unis et ce qui se passe en Suisse. En quelques mots, on va pas refaire l'histoire des subprimes, je crois qu'on en a assez entendu parler jusqu'à maintenant. En quelques mots, il s'agit juste de financement immobilier à 100% de la valeur de biens immobiliers, sans demande de fonds propres, et à des clients, à des débiteurs finalement qui n'ont pas une capacité financière suffisante pour assumer le prêt hypothécaire, ou plutôt une augmentation du taux d'intérêt. Ce qu'il ne faut pas oublier ensuite, justement, c'est que nous avons également connu cette situation de crise immobilière, fin des années 80, début des années 90, où là, par contre, il y avait des financements qui se faisaient également sans fonds propres, à 100% de la valeur du bien immobilier, ou même 110% parfois. Certains établissements financiers donnaient un petit peu plus d'argent à leurs clients pour qu'ils puissent en faire un peu ce qu'ils voulaient. Depuis qu'il y a eu la crise en Suisse, la plupart des établissements financiers ont dicté certaines règles, notamment il y a une obligation d'avoir 20% de fonds propres sur l'acquisition immobilière. En sus de ça, il y a un ratio entre les charges du bien immobilier et les revenus du client débiteur qui ne doivent pas excéder le tiers des revenus globaux du client débiteur. Ceci, en fait, diminue déjà de manière très importante le risque financier de ne pas assumer le prêt hypothécaire des clients. Mais alors, actuellement, cette crise qui effectivement a été déclenchée par un phénomène immobilier, on pourrait dire localisé, a quand même bouleversé aussi les banques et puis a cassé un peu la confiance entre établissements bancaires et puis également des clients dans leurs banques. Est-ce que ça se ressent? Est-ce que vos clients s'inquiètent? Ils se demandent peut-être si investir dans l'immobilier est une bonne chose justement parce que c'est du solide, c'est de la pierre, ou alors au contraire, c'est la pire des choses à faire puisque l'origine de la crise est immobilière. On se rend compte justement qu'il y a pas mal de clients qui aujourd'hui retirent leurs économies pour les investir dans de la pierre. Ce qu'il y a d'important finalement quand on décide d'investir dans de l'immobilier, avant tout, c'est la situation du bien immobilier. C'est vraiment la chose la plus importante, car même s'il pouvait y avoir une diminution du prix global du prix de l'immobilier, le fait d'avoir un immeuble en excellente situation permettrait de ne pas trop perdre, en l'occurrence. Maintenant, la confiance en ce qui concerne la clientèle vis-à-vis des banques, finalement, ce n'est pas directement un souci, puisque finalement, le client ne met pas de l'argent dans l'établissement financier, mais c'est l'établissement financier qui lui prête de l'argent. Donc, de ce fait-là, le risque est un peu moins grand. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens dire que s'il arrive du mal à une grande banque dont on parle beaucoup en ce moment, c'est pas grave parce que c'est eux qui lui doivent de l'argent et non pas la banque enfin, c'est pas eux qui ont placé de l'argent, j'y arrive, mais c'est eux qui ont emprunté de l'argent et que si la banque ferme ses portes, finalement, ça les arrange. Peut-être juste une précision à ce sujet-là d'ailleurs. Si un établissement financier devait faire faillite là où on a son prêt hypothécaire, vraisemblablement, il n'y a pas beaucoup de risques en ce qui concerne le financement de sa maison parce que en cas de faillite d'un établissement financier, certains actifs ou plutôt certains départements qui rapportent encore de l'argent à l'établissement financier seraient rachetés par un autre établissement financier. Et dans ce cas-là, s'il y a modification des conditions de prêt hypothécaire, à ce moment-là, le client aura libre choix de rester dans l'acquéreur, enfin de l'établissement financier acquéreur du premier établissement financier ou alors de partir ailleurs. D'accord, donc il y a peu d'espoir quand même qu'on oublie une hypothèque d'1 million ou deux quelque part. C'est peut-être une désillusion pour nos téléspectateurs. Nous allons passer maintenant aux questions qui fâchent. Alors, première question qui découle d'ailleurs de ce que nous venons d'évoquer. Est-il logique, est-il prudent de faire du financement immobilier à un moment où justement tout ce qui est financier a l'air de se casser la figure, pour parler vulgairement?
On peut se poser la question, effectivement, peut-être même que c'est là où on a le plus besoin de conseils avisés, si je puis me permettre. Il y a une chose à distinguer finalement avec notre activité propre. Le conseiller en financement immobilier de Ferrari Lands, c'est essentiellement d'expliquer à toute personne qui veut devenir propriétaire ou qui est propriétaire tout ce qu'il est possible de faire en termes de finances, en termes de financement plutôt, ou en termes de fiscalité dans sa situation. On ne s'occupe pas de gestion de fortune à proprement parler. Par contre, ce que l'on explique volontiers aux clients, c'est que la possibilité d'utiliser finalement ces fonds propres d'une autre manière qu'en les mettant uniquement dans le bien immobilier. Donc il y a des possibilités, par exemple, des déductions fiscales qui sont évidentes pour tout le monde, genre le troisième pilier, mais également d'autres choses qui sont un peu moins connues, comme le rachat de caisse de pension, où là on utilise finalement un manque de cotisation de la caisse de pension pour obtenir des déductions fiscales. Donc c'est vraiment ça qui est différent avec ce que l'on pourrait penser, c'est que la gestion, on ne s'occupe pas de gestion de fortune ni de conseil en placement financier, mais on s'occupe de tout ce qui est proposition de fiscalité et de financement immobilier. Alors, de par votre métier, vous avez des contacts avec des clients, donc des établissements bancaires, des assurances, des caisses de pension ou des institutionnels. Est-ce que vous êtes optimiste? Vous avez l'impression que tous ces gens sont solides, que personne ne panique? La question concerne les banques aussi. Entre autres, oui. Les banques, peut-être que c'est plus délicat de répondre, mais... Un peu plus délicat par les temps qui courent en ce qui concerne les institutionnels. Ce que l'on peut dire, c'est que si la plupart des institutions respectent une règle d'investissement qui est de grosso modo un tiers en actions, un tiers en obligations et le dernier tiers en immobilier, il a relativement peu de risques. Il y a quelques années, on avait des taux de sous-couverture pour la plupart des caisses de pension. C'est revenu à niveau. Et je crois que la plupart des caisses de pension, malgré la diminution des marchés en cette année 2008, ont quand même de bons taux de couverture. Donc c'est relativement limité. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus sécurisant, de plus rassurant en ce moment? Est-ce qu'on doit faire des placements? Est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on doit acheter plus d'immobilier si on est un client qui possède une fortune moyenne? Bon, c'est toujours en fait la même question, mais que ce soit en période de crise ou pas. C'est-à-dire que ça dépend de son profil d'investisseur. Certains clients qui utilisent peut-être aujourd'hui des comptes garantis ou ce genre de choses sont des gens qui ont besoin d'une certaine sécurité. Donc de ce fait-là, ils auront peut-être plutôt tendance aujourd'hui à se diriger vers de l'immobilier. A contrario, s'il y a des gens qui sont un peu plus agressifs et qui cherchent plus de rendement, évidemment, il y a plus de risques. On connaît certains gros investisseurs privés qui ont aujourd'hui acheté beaucoup d'actions, notamment sur les marchés américains, malgré la crise, parce qu'ils pensent que sur du long terme, évidemment, ça va remonter. C'est ce qui devrait arriver. Est-ce que vous ressentez une peur chez vos clients? Enfin, certains ont changé de stratégie puisque un des conseils que donnent habituellement et que donnent vos collègues et que vous donnez vous-même, c'est de ne pas rembourser complètement enfin de ne pas amortir son hypothèque, de garder de l'argent pour pouvoir le placer, ce qui sous-entend quand même placement financier. Est-ce que vous avez des gens qui vous disent, bah, écoutez, je vais amortir un peu plus, ce sera quand même tout ça de prix? Oui, alors ça rejoint finalement la réponse de tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend du profil d'investisseur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à conseiller de garder un prêt hypothécaire élevé pour obtenir des déductions fiscales maximales en ce qui concerne les intérêts débiteurs, mais par contre d'utiliser l'argent différemment. Mais l'utilisation de cet argent différent peuvent être des placements financiers, peuvent être un nouvel achat immobilier en mise en location, peuvent être du rachat de caisse de pension, peuvent être simplement ou également aussi une rénovation de son propre bien immobilier, ce qui permet également d'obtenir des déductions fiscales importantes. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc finalement, notre but, c'est d'expliquer les avantages et inconvénients de chacune des situations, mais en aucun cas de prendre la décision pour la clientèle. Mais par contre, il faut absolument qu'elle sache ce qui peut se passer avec l'une ou l'autre des possibilités. Très bien. Eh bien, Stéphane de Ferrare, je vous remercie de ces observations et de ces conseils. Nous allons passer maintenant à Imo Bouquin. Alors, dans la série Pyramide, ou plus exactement chez l'éditeur Pyramide, un petit livre sur le fameux bureau de design Fulguro, qui est un bureau suisse, mais très connu dans le monde entier, en tout cas en Europe. C'est assez intéressant. On présente les différents produits et la philosophie d'entreprise de ce bureau Fulguro.
Et puis, Éco-Design, les chemins vertueux, c'est également chez Pyramide dans la collection ID Pack ou ID Pack. Il s'agit de design écologique et quand on parle de chemin vertueux, ça confirme que le développement durable est devenu une sorte de religion. Alors Stéphane de Ferrare, je vous offre ces deux livres. Merci beaucoup. Vous êtes jeune, vous avez encore la possibilité de miser sur un design moderne. Merci encore de votre participation et rendez-vous à tous la semaine prochaine pour un nouveau Vendredi de l'immobilier.